Pour l'instant, le corps repose dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe qu'on voyait tout à l'heure. Ensuite, il sera exposé dans la basilique Saint-Pierre. Puis viendra le temps des funérailles. On l'apprenait il y a quelques minutes. Donald Trump, il sera présent. Les funérailles, évidemment, qu'on suivra ici aussi sur LCI en direct. Attardons-nous maintenant au conclave. Ces images de synthèse qui permettent de voir à quoi ressemblent les conclaves pape après pape, avec à chaque fois cette clôture absolue dans la chapelle Sixtine, sous ces fresques évidemment tellement magnifiques, mais dans un secret à peu près absolu. Dites-nous un mot de ça, Guillaume Roquette, sur cette tradition de plusieurs siècles qui change, puisqu'évidemment maintenant c'est l'ère des portables, mais avec toujours les mêmes exigences de secret. Oui, et effectivement, le secret le plus absolu que les cardinaux doivent promettre, et cette élection qui se passe scrutin après scrutin, et tant qu'il n'y a pas un candidat qui remporte les 2/3 des suffrages, eh bien il faut revoter. Et pour signaler au monde que le pape n'est toujours pas élu, il y a cette fameuse fumée qui est donc blanche quand le pape est élu et noire sinon. Les cardinaux peuvent rester pendant plusieurs jours. Alors évidemment, ils ne restent pas dans la chapelle Sixtine pendant plusieurs jours de suite, surtout que ce sont parfois des gens qui ont un certain âge. Mais il y a ce rituel qui est important parce que l'idée, c'est que tout est très codifié. Il y a peu de place qui est laissée à l'improvisation, dans la mesure où, pour les catholiques, ce ne sont pas les cardinaux tout seuls qui votent. Ils doivent aussi essayer d'écouter ce que leur dit leur conscience et ce que leur inspire l'Esprit Saint. C'est en ça que l'élection d'un pape est un truc qui ressemble à rien d'autre, parce que c'est pas uniquement les électeurs qui sont là, il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui doit les inspirer. Sylvie Bermann, est-ce que les puissances à l'extérieur essaient d'influer pendant des siècles? Ça a été la maison d'Espagne, la maison de France, etc. Au XXIe siècle, ça compte un pape pendant 10 ans, pendant 20 ans, le pontificat de Jean-Paul II, le pontificat de Benoît XVI, maintenant François. Est-ce que les puissances, est-ce qu'à Paris, à Berlin, à Moscou, maintenant, on va se préoccuper de qui sera élu? Alors, je crois que c'est important parce que c'est à la fois une autorité morale, le chef de la diplomatie vaticane, qui est effectivement très efficace. Et puis, en même temps, ils prennent souvent des positions politiques. Donc, Jean-Paul II, c'était l'anticommunisme, et ça a joué un rôle. Et là, avec ce pape, c'était plutôt la voix des populations africaine ou latino-américaine, et ça, il y tenait beaucoup. Donc je pense qu'effectivement, il y a cet aspect. Ensuite, c'est un pape qui a été à la fois progressiste, mais pas progressiste jusqu'au bout. Et je pense que certains traditionnalistes, comme effectivement Donald Trump ou J.D. Vance, s'intéressent beaucoup effectivement à ce qui peut se dérouler et quel peut être le résultat. Les Russes, je ne suis pas sûre qu'ils influent, mais vous savez, Vladimir Poutine avait rencontré 4 fois le pape. Et c'est lui qui était à l'origine de la rencontre entre le patriarche Kirill et le pape à Cuba. Et ce qu'il souhaitait, c'est qu'un jour, le pape puisse venir en Russie. Alors, ce n'était pas possible parce qu'en réalité, le clergé, disons, intermédiaire et dans les régions, enfin, le clergé orthodoxe, n'y était pas favorable. Mais il y porte un grand intérêt. Tout le monde se rappelle l'attentat manqué contre Jean-Paul II en 1981, si ma mémoire est bonne, hein, et ça montrait à quel point il y a un enjeu. On n'a jamais su d'ailleurs très bien si c'était les soviétiques avec l'aide des Bulgares ou autres, qui ont tenté de tuer le pape, mais la vie ou la survie d'un pape, son influence sur le monde, c'est déterminant. Oui, et je pense qu'il y a aussi il y a 2 autres paramètres à prendre en ligne de compte quand on élit un pape. La première chose, c'est qu'ils ont besoin de se connaître. Donc, ils font tous des espèces de devoirs de présentation des grands enjeux du pape, mais surtout des grands enjeux de notre monde. Et quelle réponse, nous, on est capable, catholiques, de faire pour aider. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'ils ne votent pas d'abord sur une tendance. Ils votent devant Dieu en leur conscience. Donc, ça se passe dans la chapelle Sixtine, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu païen, c'est au contraire un lieu de prière, pour éviter justement que ce soit uniquement un vote horizontal, mais qu'il y ait quelque chose du Saint-Esprit qui passe.
Moi, je voudrais ajouter quand même qu'il y a beaucoup de nouveaux cardinaux. Donc ça va changer un peu aussi, ça dirait que ça augmente le nombre de surprises et surtout aussi le fait qu'il a créé nommé des cardinaux dans des zones pas très, je dirais plutôt dans du sud global, si je puis dire de façon générale. Donc je pense que on n'est pas du tout sûr du résultat et je pense et à chaque fois on a toujours des surprises en fait. Donc il faut regardons l'état des forces. trop de faire de conjectures parce que je sais qu'il y a des noms qui circulent déjà. On parle il y a une dizaine de noms qui circulent déjà. Regardez la carte actuelle des continents telle qu'elle est pondérée en quelque sorte. D'abord, le poids des cardinaux créés par le pape François. Dites un mot de ça. À quel point il a en quelque sorte, alors peut-être voteront-ils différemment, mais enfin la ligne François qui est plutôt progressiste est la ligne ultra dominante. Oui, c'est vrai. Il a nommé donc la grande majorité des cardinaux qui vont voter pour cette élection. On rappelle que on vote jusqu'à 80 ans. Hein, donc ensuite, on n'est plus électeur pour le pape. Et ça fait partie des réformes. Absolument. Et contrairement à ses prédécesseurs, le pape François nommait des cardinaux qui étaient plutôt de sa tendance et qui très souvent aussi étaient non européens. Mais pour la grande majorité d'entre eux, c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'entre eux d'ailleurs ne se connaissent pas parce qu'ils se sont croisés mais ils n'ont pas eu l'occasion de parler beaucoup entre eux et d'où l'importance de ces rencontres préliminaires, je crois que ça s'appelle les congrégations générales, où effectivement on va échanger. Alors bien sûr on échange sur l'avenir du monde, mais j'imagine qu'ils vont aussi se parler entre eux pour savoir qui sont les bonnes personnes. Il y a des campagnes, il y a des lobbies. Moi j'étais frappé tout à l'heure sur cette entraîne, Monseigneur de Sinetti, c'est le prêtre qui était le plus direct, qui disait mais ne vous y trompez pas, il y a des lobbies qui prennent tous les CV, qui essayent de voir les faiblesses et les forces des uns ou des autres et de démolir, notamment américains, qui essayent de démolir tous ceux qui pourraient avoir la moindre casserole parce que quand on a un ennemi, on veut le tuer. Alors, c'est un groupe assez important, puisqu'ils vont être 135. Peut-être que tout le monde ne sera pas là. Jamais il y a eu un conclave avec autant de cardinaux. Il y a une dynamique de groupe. Ça, c'est ce que je dis en régime laïque. En régime religieux, je peux dire, il y a le boulot de l'Esprit Saint qui va discerner dans les consciences. Hein, mais bon, tout ça, c'est un peu du pareil au même, au bout du compte. Et puis, il y a une chose très particulière, c'est que c'est une majorité qualifiée, une majorité des 2/3. Et par opposition, il y a une majorité d'1 tiers qui est une majorité de blocage. Et quand on regarde l'histoire successive des conclaves, on s'aperçoit que la majorité de blocage a été très importante, parce qu'elle a obligé les autres à faire des concessions et à trouver des hommes du milieu. Alors ensuite, évidemment, personne n'est candidat, personne ne fait campagne. Quels seront les arguments qui feront mouche cette fois? L'histoire est pleine de curiosités. Je ne sais pas si vous vous rappelez Sixte Quint qui a fait semblant d'être malade. L'expression est restée célèbre, la béquille de Sixte Quint, parce que pour rassurer, il a dit je ne vais pas durer longtemps, je suis malade. Et dès qu'il a été élu, hop, il a acheté sa béquille, il était en pleine forme. Il y a eu comme ça beaucoup de trucs. En 2025, quels sont les arguments qui peuvent faire mouche? Lui, il avait fait campagne sur les périphéries. Il avait dit moi je serai le pape du monde, le pape de la mondialisation, des idées, du tiers-monde comme vous dites. En 2025, qu'est-ce qu'il pourra porter? Deux choses qui me paraissent d'actualité, c'est d'abord l'interreligieux, parce qu'aujourd'hui, tout est conflictuel, et il faut que les religions, et la nôtre en particulier, apprennent à prendre une place prépondérante dans la dynamique de la rencontre, de l'écoute et de la paix. Et la deuxième chose, je pense que c'est l'intelligence artificielle, qui est quand même quelque chose qui fait assez peur. Et comment garder sa conscience, comment garder une éthique face à ce monstre sacré? Regardez les origines, le poids des continents. Afrique, 18, on parle des cardinaux électeurs. Amérique du Nord, 16. Amérique du Sud, 21. Asie, 23. Europe, 53. Mais dans le passé, c'était beaucoup plus. C'était évidemment un conclave d'Européens et surtout d'Italiens. Hein. Alors là, on est entré dans un autre monde. On voit à quel point là, c'est relativement équilibré. Et notamment l'Amérique du Nord, elle a beaucoup d'argent, va essayer de peser. Il n'y a pas que l'Amérique du Nord qui a beaucoup d'argent. Les Allemands contribuent à 40%. Le budget du Vatican, c'est pour 40% l'Amérique du Nord et pour 40% les Allemands. Extraordinaire. Voilà, c'est très intéressant ça. On comprend que l'économie se niche partout. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a un financement public de l'Église en Allemagne que nous ne connaissons pas en France, où l'Église est pauvre et c'est sans doute une bonne chose. Mais en Allemagne, c'est l'État
qui, dans une large mesure, finance les cultes, et une partie de cet argent est reversée au Vatican par la conférence épiscopale allemande. Voilà, donc on ne peut pas totalement négliger les votes et les amitiés allemandes. Et l'Église allemande est une Église très progressiste. Samuel. Il y avait une publicité il y a fort longtemps qui disait ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Donc un conclave, ça ressemble à de la politique, mais au final, c'est pas du tout de la politique. Et d'ailleurs, les vaticanistes dont c'est le métier savent que c'est très difficile de faire des pronostics, parce que Christine Pedotti le rappelait tout à l'heure. Justement, il y a quelqu'un, ou plutôt un paramètre, ou plutôt quelqu'un qui intervient. Alors, il est invisible, on a l'impression qu'il n'est pas là, mais en fait, il agit dans les consciences et qui, pour les fidèles, s'appelle l'Esprit Saint. Et donc, c'est quand même une influence majeure. Ce qui veut dire que, pour reprendre un autre titre de bouquin, alors ça fait un certain temps, mais rien ne se passe comme prévu. Et donc, moi, je souris beaucoup en disant, c'est vrai qu'il y a un moment de bascule où la vieille Europe est minoritaire, et c'est pas là où se trouve la vie, le dynamisme de l'Église catholique, mais bien malin, qui pourra dire ce qui se passera. Et moi, je m'inscris en faux, ayant fait de nombreuses années de sciences politiques, m'étant converti entre-temps au catholicisme. Je crois vraiment qu'une lecture, et d'ailleurs c'est pas ce qui a été dit ce soir évidemment, mais une lecture exclusivement politique, droite, gauche, conservateur, progressiste, je pense que ça c'est comme si on arrivait à HEC avec un CV de maternelle. En plus, ça signifierait qu'il y ait deux blocs l'un contre l'autre. Or en fait, je ne peux pas dire que c'est une guerre, parce que c'est pas un conflit, mais c'est une guerre de mouvement, c'est-à-dire que les forces en présence peuvent évoluer très vite, puisque les cardinaux, tant qu'ils n'ont pas trouvé un pape, ils votent 4 fois par jour, 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi. Et donc il peut se passer plein de choses, il peut y avoir des candidatures qui émergent, il peut y avoir des retournements de situation, et c'est pour ça qu'il est si difficile de dire à l'avance, ben voilà, c'est plutôt telle ou telle tendance qui a le maximum de chances de l'emporter. Rappelez-vous quand Jean-Paul II avait été élu et que dans la foule sur la place Saint-Pierre, beaucoup d'Italiens ont cru qu'il était africain parce que le mot Woltiwa, ils se sont dit tiens, il y a eu la première réaction, c'était ce qu'un africain. C'est un noir. Oui, c'est un noir, disait-il. On était encore à l'époque où le pape était presque assurément italien. Là, tout est ouvert. Oui, tout est ouvert. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fois, c'est pas du tout un moment politique, c'est vraiment un moment liturgique. C'est un moment de prière, le conclave, et en même temps. Et c'est ça qui est intéressant. En même temps, il y a effectivement des forces, des courants qui vont se rencontrer, s'affronter. Et les cardinaux qui font ça pensent que, in fine, c'est l'Esprit Saint qui gagne. Oui, on peut être intriguant. L'Esprit Saint peut utiliser toutes les voies, y compris les voies de l'intrigue. Voilà. L'Esprit Saint est supposé pouvoir être rusé. Moi, je dirais juste une chose, c'est qu'effectivement, je pense que c'est la vision un peu à l'extérieur, ou la vision presque journalistique, de vouloir coller cet antagonisme d'un côté conservateur et d'un côté progressiste. Alors, même si c'est des courants qui existent au sein de l'Église, bien évidemment, mais je partage bien évidemment tout ce qui a été dit, c'est un peu réducteur. Voilà. Oui. Même si l'enjeu quand même aussi encore aujourd'hui, sans doute, c'est la dichotomie nord-sud. Ça c'est vrai, parce que les Italiens, je crois, veulent aussi qu'on retrouve un pape italien. Il y a différents continents qui sont en jeu, etc. Donc l'enjeu de l'arrivée de Trump au pouvoir est très important. C'est pas anodin que le conclave se produise dans ce moment très particulier de chaos. Des équilibres du monde. On n'a jamais autant eu besoin d'une grande voix spirituelle. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'influence extérieure, mais en tous les cas, l'élection d'un nouveau pape en pleine forme, en pleine possession de ses moyens, ça sera plutôt une bonne nouvelle dans tous les cas. C'est vrai que même si on ne peut pas réduire cette élection à un choc droite-gauche, mais il y a quand même néanmoins des courants dans l'Église. Par exemple, lorsque récemment, le pape François s'est prononcé pour la bénédiction des couples homosexuels, il y a eu un mouvement plus que de protestation, d'opposition du clergé et notamment des cardinaux africains qui ont dit non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, de la même façon, quand le pape François a pris la décision de claquer la porte au nez des traditionalistes en leur empêchant de célébrer le culte comme ils l'entendaient, ce sont des décisions qui sont fortes. Et donc, je pense que ça aussi, même si ça n'est pas l'élément déterminant de l'élection, ça va être dans l'esprit des cardinaux pour savoir si on continue ou non sur ce chemin-là.